Quand mon gendre a levé sa coupe de champagne pour célébrer l'héritage qu'il venait de recevoir, j'ai vu dans ses yeux cette lueur de cupidité que je connaissais bien trop. Il pensait avoir gagné. Il pensait que le vieux Ernesto Gomez avait été trop généreux, ou peut-être même un peu sénile en divisant les biens de la famille. Pendant que tous trinquaient et riaient autour de la table du notaire, célébrant les 3 fermes productives à Goiás que ma fille et lui venaient d'hériter, je souriais simplement, un sourire tranquille, presque imperceptible, car là, dans ce moment d'euphorie des autres, je savais quelque chose que personne n'imaginait. Ma fille Marina, assise à côté de son mari, semblait confuse par ma réaction calme face à ce que tous considéraient comme une division inégale. Après tout, pour moi, il ne restait qu'un terrain abandonné dans l'intérieur du Minas Gerais, plein de broussailles et de constructions anciennes en ruine. Mais je savais exactement ce qui allait venir. Les mots sortaient de la bouche de Maître Silveira, avec cette solennité artificielle que les avocats utilisent quand ils veulent faire croire qu'ils annoncent quelque chose de grandiose. J'étais assis dans le fauteuil en cuir usé de son bureau à Goiânia, observant chaque réaction autour de cette table en acajou taché par le temps. Conformément aux dispositions du testament d'Helena Cardoso Gomes, décédée il y a 30 jours, sont destinées à sa fille unique, Marina Gomes Tavares, les propriétés suivantes. Il énuméra une à une la Fazenda Santo Antonio avec 250 alquaires, totalement productive avec du bétail de boucherie et de la culture de soja. La Fazenda Esperança avec 180 alquaires, production laitière et café. La Fazenda Trelagoas avec 300 alquaires, élevage extensif et réserve de forêt native. J'ai vu la lueur dans les yeux de Rodrigo, mon gendre, cet homme de 35 ans aux cheveux toujours parfaitement coiffés avec du gel importé, au costume qui coûtait plus que le salaire mensuel de 3 travailleurs ruraux. Il serrait la main de ma fille Marina sous la table, mais ses yeux n'étaient pas sur elle. Ils étaient sur les actes que Maître Silveira posait sur la table, un par un, comme des cartes de poker dans un jeu où il pensait avoir la main gagnante. Marina, ma fille de 32 ans, semblait partagée entre la tristesse pour la mort récente de sa mère et une culpabilité que je pouvais lire sur son visage. Elle me regardait du coin de l'œil, comme si elle attendait que j'explose, que je proteste, que j'exige une division plus juste. Mais je restais silencieux, les mains croisées sur le ventre, observant. Et pour monsieur Ernesto Gomez, continua le notaire en ajustant ses lunettes sur son nez, est destiné le terrain rural situé dans la commune de São Gonçalo do Abaeté, Minas Gerais, avec une superficie approximative de 50 hectares, contenant des constructions anciennes et une zone de préservation. Le silence qui suivit fut rompu par un raclement de gorge embarrassé de la belle-sœur de Marina, qui était là comme témoin. Rodrigo ne put cacher un sourire au coin de la bouche. Même Maître Silveira sembla mal à l'aise en me tendant cette enveloppe mince avec l'acte d'un terrain qui, pour quiconque dans cette salle, ne valait même pas 1/10 des fermes productives de Goiás. « Papa » commença Marina, sa voix chargée de pitié et d'embarras. Je ne savais pas que maman avait laissé les choses ainsi divisées. On peut en parler, peut-être faire une division plus. Pas besoin, ma fille. J'ai interrompu, ma voix calme et ferme. Ta mère savait exactement ce qu'elle faisait. Rodrigo ne perdit pas de temps. Dès que nous sortîmes du bureau du notaire, il était déjà au téléphone, animé, parlant à quelqu'un des propriétés et des opportunités d'investissement. Marina marchait à mes côtés en silence, portant cette expression de quelqu'un qui ne sait pas s'il doit se sentir chanceux ou coupable. Le parking de l'immeuble commercial était bondé cet après-midi de jeudi. La chaleur de Goiânia était typique de septembre, cette chaleur sèche qui colle à la peau et fait briller l'asphalte comme s'il était mouillé. Rodrigo avait garé son Amarok devant la porte principale, un véhicule flambant neuf qu'il avait acheté l'année précédente, disant qu'il avait besoin d'une voiture à la hauteur de sa position dans l'entreprise. Quelle entreprise ? La concession automobile de son beau-père où il occupait un poste de gérant qui ressemblait plus à une sinécure qu'à un vrai travail. « Papa, laisse-moi te ramener chez toi », offrit Marina en touchant mon bras avec délicatesse. « Pas besoin, ma fille. Ma voiture est là. » J'ai pointé vers ma Hilux 2012, bien entretenue, mais avec les signes évidents des années de chemin de terre des fermes. « Ernesto ?» Rodrigo raccrocha finalement son téléphone et vint dans notre direction. Le sourire trop large, trop enthousiaste. Nous devons parler des propriétés. J'ai quelques contacts qui peuvent nous aider à moderniser les opérations, augmenter la productivité. Je connais d'excellents consultants agricoles de São Paulo, des consultants de São Paulo. Cela résumait bien qui était Rodrigo.
Un homme de la ville qui pensait en savoir plus sur la campagne que celui qui avait passé 40 ans à travailler la terre. Les fermes appartiennent à Marina. J'ai répondu en gardant un ton poli, mais ferme. Toute décision les concernant lui revient. Ah, bien sûr, bien sûr. Il a fait un geste de la main comme si ce n'était qu'une formalité. Mais Marina fait confiance à mon jugement dans ces questions, n'est-ce pas, mon amour? Marina acquiesça, mais il y avait de l'hésitation dans ses yeux. Ma fille avait toujours été intelligente, diplômée en médecine vétérinaire, avec une expérience pratique en gestion de bétail. Mais durant ces 5 années de mariage avec Rodrigo, j'avais vu cette confiance se miner, remplacée par une dépendance émotionnelle qui me préoccupait profondément. Je suis rentré chez moi dans la zone rurale de Goiânia, une propriété modeste de 10 hectares, où Elena et moi avions construit notre vie après notre retraite de la gestion quotidienne des grandes fermes. La maison était simple mais confortable. 3 chambres, une grande véranda avec un hamac, un jardin qu'Elena soignait avec amour et qui était maintenant un peu abandonné depuis qu'elle était tombée malade. Je me suis assis sous le manguier centenaire dans la cour et suis resté là quelques minutes, observant simplement la maison vide. 42 ans de mariage. Elena avait été ma partenaire en tout. Nous nous étions connus encore jeunes, moi à 20 ans, elle à 18, lors d'un bal dans la ville voisine de la ferme où je travaillais comme contremaître. Nous nous étions mariés 6 mois plus tard, contre la volonté de sa famille qui pensait qu'un ouvrier agricole n'était pas un parti convenable pour la fille de commerçant. Mais Elena avait toujours eu sa propre tête, et ensemble, nous avions tout construit à partir de zéro. Chaque hectare de terre, chaque tête de bétail, chaque sac de café récolté, c'était du sang, de la sueur, et beaucoup d'aubes commençant avant le lever du soleil. Marina était née 10 ans après notre mariage, alors que nous avions déjà renoncé à avoir des enfants. Ce fut une bénédiction inattendue. Nous l'avions élevée au milieu des fermes, apprenant à marcher en poursuivant les poules dans la cour, à monter à cheval avant d'apprendre à faire du vélo, à comprendre le cycle des plantations et le rythme de la nature. Je suis entré dans la maison et suis allé directement au bureau, une petite pièce au fond où je gardais les documents importants. Du tiroir du classeur métallique, j'ai retiré une grande enveloppe Kraft, épaisse, scellée. Dessus était écrit de la belle écriture de Elena, à ouvrir par Ernesto, uniquement après la lecture du testament. Je me suis assis sur la chaise en bois qui grinçait sous mon poids, et j'ai ouvert l'enveloppe avec précaution, comme si je manipulais quelque chose de sacré. À l'intérieur se trouvaient 3 documents et une lettre manuscrite de Elena. J'ai commencé par la lettre. « Mon cher Ernesto, si tu lis ceci, cela signifie qu'un certain temps s'est écoulé depuis mon départ et que le testament a été lu. J'imagine la tête de Rodrigo en apprenant l'existence des fermes à Goiás. J'imagine aussi la tienne, faisant semblant que ce terrain aux Minas ne vaut rien. Mon amour, je sais que tu voulais protester quand nous avons discuté de cette division. Je sais que ton instinct était de tout laisser diviser également, ou même de te laisser plus à toi, puisque c'est toi qui as construit la majeure partie du patrimoine. Mais je t'ai demandé, je t'ai supplié de me faire confiance dans cette dernière décision. Et tu m'as fait confiance, comme tu m'as toujours fait confiance durant toutes ces années. Ernesto, notre fille est aveugle. Pas par méchanceté, mais par amour. Elle ne voit pas qui Rodrigo est vraiment. Elle ne voit pas qu'il la traite comme une propriété, qu'il contrôle chacune de ses décisions, qu'il l'a peu à peu isolée de nous, de ses amis, de la vie qu'elle avait. Tu as remarqué cela aussi clairement que moi, mais nous savions tous les deux que simplement lui dire ces choses ne servirait à rien. Elle doit le découvrir par elle-même. Les fermes à Goiás sont hypothéquées jusqu'au cou, mon amour. Tu le sais car tu t'es occupé de toute la paperasse quand nous avons pris ces prêts pour étendre la production il y a 3 ans. Ce que Marina ne sait pas, et Rodrigo encore moins, c'est que ces propriétés ont des dettes qui dépassent 80% de leur valeur marchande. Les paiements mensuels sont astronomiques. Ils ont au maximum 8 mois avant de tout perdre s'ils n'arrivent pas à honorer les engagements. J'ai arrêté de lire un moment, sentant les larmes brûler mes yeux. Elena avait toujours été plus intelligente que moi. Pendant que je pensais en termes pratiques et immédiats, elle voyait 3 coups d'avance, comme une joueuse d'échecs expérimentée. J'ai continué à lire. Je sais que tu penses que c'est trop cruel envers notre fille, que nous la laissons souffrir exprès. Mais Ernesto, réfléchis bien. Qu'est-ce qui est plus cruel? La laisser vivre un mensonge confortable aux côtés d'un homme qui ne la veut que pour l'argent, ou lui donner la chance de se réveiller face à la réalité alors qu'elle est encore jeune et a le temps de reconstruire sa vie? Tu as en main 3 documents. Le premier est l'expertise géologique actualisée du terrain aux Minas, montrant la valeur exacte des réserves minérales. Le deuxième est le contrat préliminaire avec la compagnie minière Vale do Rio Doce,
qui attend juste ta signature pour commencer les opérations d'extraction. Les redevances mensuelles seront suffisantes pour que tu vives confortablement jusqu'à la fin de ta vie et laisses encore un héritage considérable à Marina quand tu partiras. Le troisième document est encore plus important. C'est une procuration que Marina a signée il y a 2 ans, quand tu lui as demandé de signer quelques papiers de routine des fermes. Tu te souviens? Tu as dit que c'était juste pour faciliter la gestion, au cas où quelque chose t'arriverait à toi ou à moi. Elle a signé sans vraiment lire, te faisant confiance comme elle t'a toujours fait confiance. Cette procuration te donne le pouvoir légal de prendre des décisions sur les fermes à Goiás si Marina entre dans une situation de difficulté financière prouvée. En d'autres termes, quand les dettes commenceront à serrer et que la banque menacera d'exécuter l'hypothèque, tu pourras intervenir. Tu pourras vendre les propriétés à un prix juste, payer les dettes et empêcher que notre fille perde tout. Mais, Ernesto, n'interviens pas trop vite. Laisse la situation devenir difficile d'abord. Laisse Rodrigo montrer qui il est vraiment. Laisse Marina voir son mari sous pression, quand le vernis de la civilité s'écaillera et que le véritable caractère apparaîtra. Je ne serai pas là pour voir cela, mais je te fais confiance pour savoir le bon moment d'agir. Tu as toujours su le bon moment pour planter, pour récolter, pour vendre le bétail, pour acheter de la terre. Je te fais confiance pour savoir le bon moment pour sauver notre fille aussi. Je t'aime, mon vieux grincheux. On se reverra de l'autre côté quand Dieu le voudra. Ta Elena. J'ai plié la lettre avec soin et l'ai rangée dans l'enveloppe à nouveau. Puis j'ai pris les 3 documents qu'elle avait mentionnés et les ai examinés un par un. L'expertise géologique était trop technique pour ma compréhension complète, mais les chiffres à la fin étaient clairs. Le terrain à São Gonçalo do Abaeté, au Minagerais, contenait des réserves de minerais de fer de haute qualité, estimées à 120 millions de réais à la valeur marchande actuelle. Le contrat préliminaire avec Vale était encore plus impressionnant. La compagnie minière était disposée à payer des redevances mensuelles de 300 000 réais pour le droit d'extraction pendant 20 ans, en plus d'un paiement initial de 5 millions pour la concession des droits miniers. Tout parfaitement légal, avec des études d'impact environnemental approuvées et des licences déjà en cours. Elena et moi avions découvert cela par hasard. Il y a 15 ans, quand nous cherchions des terres moins chères pour nous étendre, un courtier nous avait offert ce terrain au Minas pour un prix ridiculement bas. La justification était que la zone était rocailleuse, improductive pour l'agriculture, avec des constructions anciennes abandonnées qui avaient autrefois été une petite usine de produits laitiers. J'avais presque renoncé à l'achat, mais quelque chose dans cette terre avait attiré mon attention. Peut-être la formation rocheuse, peut-être la couleur rougeâtre du sol à certains endroits. J'ai décidé d'investir 5 000 réais dans une expertise géologique de base, juste pour confirmer un soupçon. Et le soupçon s'est confirmé. Il y avait du minerai de fer de qualité là-bas. Beaucoup de minerais. J'ai rangé les documents dans l'enveloppe et j'ai tout enfermé dans le petit coffre-fort que je gardais encastré dans le mur, derrière un tableau de paysage rural. Puis je suis allé à la cuisine et j'ai fait du café fort et amer comme je l'aimais. Je me suis assis sur la véranda avec la tasse fumante dans les mains, observant le soleil commencer à se coucher sur les pâturages. Le téléphone a sonné. C'était Marina. « Papa, je n'arrive pas à arrêter de penser à la division de l'héritage, » dit-elle, sa voix pleine de culpabilité. « Ça ne me semble pas juste que tu sois resté seulement avec ce terrain au Minas, alors que j'ai hérité de 3 fermes productives. Ta mère savait ce qu'elle faisait, ma fille. Mais papa, on peut réorganiser ça. Je peux transférer une des fermes à ton nom, ou au moins partager les profits avec toi. Ce n'est pas juste que tu restes sans rien après avoir tant travaillé. » J'ai souri, même en sachant qu'elle ne pouvait pas me voir. Marina, j'ai 59 ans et une retraite qui me permet de bien vivre. Je n'ai besoin de rien de plus. Ces fermes sont à toi. C'était le cadeau de ta mère pour toi. Profites-en. Mais papa, ma fille, fais-moi une faveur. Prends bien soin de ces terres. Elles représentent beaucoup de travail de beaucoup de gens pendant beaucoup d'années. Et surtout, prends les décisions les concernant avec ta tête. Ne laisse personne décider pour toi. D'accord ? Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. Puis Marina soupira. « D'accord, papa. Merci. Et papa, je t'aime. Je t'aime aussi, ma fille. » J'ai raccroché le téléphone et suis retourné observer le coucher de soleil. Le premier mouvement du jeu d'échecs de Elena était complet. Maintenant, ce n'était qu'une question de temps avant que les pièces commencent à bouger d'elles-mêmes, conduites par la cupidité, par la pression financière, par la révélation graduelle du véritable caractère des gens quand l'argent est en jeu. 3 jours après la lecture du testament, j'ai reçu la première visite de Rodrigo. C'était samedi matin.
J'étais dans la cour en train de réparer la clôture du fond quand j'ai entendu le ronronnement du moteur de son Amarok. Il s'est garé devant le portail et est descendu de la voiture avec ce large sourire que j'avais appris à me méfier. « Ernesto, content de vous trouver à la maison », me salua-t-il en tendant la main. Je l'ai serré brièvement et suis retourné à mon travail sur la clôture. « Tu as besoin de quelque chose, Rodrigo ? Je suis venu parler affaires, beau-père. J'ai une proposition qui, je pense, va vous intéresser. » J'ai posé le marteau et le fil barbelé et les regardé fixement, essuyant mes mains sales de graisse sur un vieux chiffon. « Quelle proposition ? Ce terrain aux Minas. J'ai parlé avec mes contacts dans l'immobilier, et ils pensent qu'avec les investissements en infrastructure, on peut le lotir et vendre comme des propriétés de loisirs. Ça peut rapporter pas mal d'argent, mais vous auriez besoin de capital pour commencer le projet. » J'ai croisé les bras et me suis appuyé contre le poteau de la clôture. « Et c'est là que tu entres en scène. » « Exactement. Regardez, beau-père, je sais que vous et Marina avez eu une division un peu disproportionnée de l'héritage. Ce serait juste que vous ayez un meilleur retour. Alors j'ai pensé, et si on faisait une société? J'apporte le capital initial pour le projet de lotissement, vous apportez le terrain, et on partage les profits. Moitié-moitié, gagnant-gagnant pour tout le monde. » Je devais admettre que Rodrigo était bon. Il emballait la proposition comme s'il me faisait une faveur, comme s'il était préoccupé par ma situation financière. Mais je connaissais bien ce type de conversation. C'était la même que certains intermédiaires utilisaient quand ils voulaient acheter du bétail à prix cassé, faisant semblant d'aider l'éleveur. « Combien de capital initial on parle ?» J'ai demandé en feignant l'intérêt. « Ah, pour commencer environ 150 000 pour la topographie, le projet de lotissement, l'ouverture de routes internes, ce genre de choses. Mais le retour serait d'au moins 2 millions en vente, peut-être même 3, si on sait bien travailler le marketing. 2 millions en vente. » Il sous-estimait la valeur de ce terrain d'au moins 60 fois et voulait encore la moitié du profit. « Je vais réfléchir à la proposition. » J'ai répondu en gardant une expression neutre. « Ne tardez pas trop, beau-père. Les opportunités dans le marché immobilier sont comme des fruits mûrs. Elles ont une date de péremption. » Après son départ, j'ai appelé mon avocat, Maître Mendes, une vieille connaissance de décennies. J'ai pris rendez-vous pour lundi. Il était temps de commencer à déplacer les pièces de mon côté de l'échiquier aussi. Le lundi, Maître Mendes, un homme de 65 ans aux cheveux complètement blancs et aux lunettes de lecture toujours pendues au cou, m'a reçu dans son bureau simple au centre de Goiânia. J'ai expliqué toute la situation, le testament de Helena, son plan, les dettes des fermes que Marina avait héritées sans le savoir, et la proposition de Rodrigo. « Ernesto, légalement vous êtes couvert », m'assura Maître Mendes en feuilletant les documents. La procuration que Marina a signée vous donne l'autorité d'intervenir si sa situation financière devient compromise. Mais ça doit être une situation prouvée comme grave. Ça ne peut pas être une intervention arbitraire. Et combien de temps pensez-vous qu'il faudra avant que les dettes des fermes commencent à serrer? Il ajusta ses lunettes et examina les tableaux financiers que j'avais apportés. Considérant les paiements mensuels des hypothèques plus les coûts opérationnels des propriétés, je dirais qu'ils ont au maximum 6 mois de marge s'ils utilisent tout le capital de roulement disponible. Après ça, ils vont commencer à avoir des retards de paiement. Dans 8-9 mois, la banque va commencer le processus d'exécution de l'hypothèque. Et si Rodrigo essaie de vendre les fermes avant? Ça dépend. S'il réussit à vendre à bon prix et payer toutes les dettes, Marina peut sortir de cette situation avec encore du capital. Mais les grandes propriétés rurales ne sont pas faciles à vendre rapidement. Et s'il accepte des offres très basses, juste pour se débarrasser du problème, alors là oui, votre fille va pratiquement tout perdre. Cela m'inquiétait. Je ne voulais pas que Marina perde tout, je voulais juste qu'elle voie qui Rodrigo était vraiment. C'était une ligne fine que je marchais. « Maître Mendes, j'ai besoin que vous surveilliez tout mouvement légal impliquant ces propriétés. Si Rodrigo essaie de vendre, d'hypothéquer davantage ou quoi que ce soit du genre, je veux le savoir immédiatement. Vous pouvez compter sur moi, Ernesto. Et concernant le terrain aux Minas, allez-vous vraiment signer le contrat avec la compagnie minière? Pas encore. Pour l'instant, je vais laisser tout comme c'est. Si Rodrigo découvre que ce terrain vaut une fortune, il fera tout pour mettre la main dessus. Je veux qu'il continue à penser que c'est juste une zone improductive. » Les semaines ont commencé à passer. Mai s'est transformé en juin. Juin en juillet. Je gardais un contact régulier avec Marina. Je la visitais au moins 2 fois par semaine. Elle avait emménagé avec Rodrigo au siège de la Fazenda Santo Antonio, la plus grande des 3 propriétés. C'était une maison ancienne mais spacieuse que Helena et moi avions rénovée des années auparavant. Marina semblait heureuse au début. Elle avait toujours aimé la vie à la campagne,
s'occuper des animaux, suivre le cycle des plantations. Mais je commençais à percevoir des changements subtils dans son expression, une préoccupation dans le regard, une tension dans les épaules qui n'était pas là avant. Rodrigo, par contre, était de plus en plus animé. Il avait embauché un administrateur pour s'occuper des opérations quotidiennes des fermes, un certain Junior, un garçon d'une vingtaine d'années qui avait étudié l'agronomie mais n'avait aucune expérience pratique. Et il faisait des améliorations dans les propriétés. Lors de ma 3e visite en juillet, j'ai trouvé des ouvriers en train de construire une énorme piscine devant la maison principale de la Fazenda Santo Antonio. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» j'ai demandé à Marina qui était sur la véranda observant les travaux avec une expression confuse. Rodrigo pense qu'il faut moderniser la propriété. Il dit que si on veut transformer ici en lieu pour événements, il faut avoir l'infrastructure adéquate. Événements ? Je l'ai regardé incrédule. Marina, c'est une ferme productive de bétail et de soja, pas un club champêtre. Elle soupira et s'assit sur la chaise à bascule que j'avais moi-même fabriquée pour Elena des années auparavant. Je sais, papa, mais Rodrigo a des plans. Il dit que juste produire du bétail et du soja, c'est une pensée ancienne, que les propriétés rurales aujourd'hui doivent diversifier, qu'on peut faire des événements d'entreprise, des mariages, ce genre de choses, et gagner beaucoup plus qu'avec la production traditionnelle. Et qui va payer pour cette piscine, pour toutes ces rénovations ? Rodrigo a pris un prêt personnel. Il dit que c'est un investissement qui se remboursera en moins d'1 an. Un prêt personnel, plus de dettes. Exactement ce que je craignais et en même temps, exactement ce que Elena avait prévu qui arriverait. Marina, tu as autorisé ce prêt ? Pas exactement. Rodrigo a dit que c'était un prêt à son nom, avec garantie de certains biens personnels à lui. Il n'avait pas besoin de mon autorisation, mais je savais que ce n'était pas exactement comme ça. Rodrigo était marié avec Marina en communauté partielle de biens. Toute dette à son nom rejaillissait automatiquement sur elle aussi. J'ai fait une note mentale pour demander à Maître Mendes d'enquêter sur ce prêt. Ma fille, je peux te donner un conseil ? Bien sûr, papa. Ne cesse pas de suivre les chiffres de la ferme, les dépenses, les recettes, les paiements. Tu es la propriétaire légale de ces propriétés. Ne délègue pas complètement ces décisions. Marina mordit sa lèvre inférieure, un geste qu'elle faisait depuis l'enfance quand elle était préoccupée par quelque chose. J'ai essayé, papa, mais Rodrigo s'énerve quand je questionne ses décisions. Il dit que je ne lui fais pas confiance, que je sape son autorité en tant que gestionnaire de la propriété. On s'est même disputé violemment la semaine dernière à cause de ça. Voilà le premier signe clair que le masque commençait à se fissurer. Comment s'est passée cette dispute ? Il m'a crié dessus, papa, devant les employés. Il a dit que j'étais vétérinaire, pas administratrice, et que je devais laisser les décisions d'affaires à ceux qui s'y connaissent. Après, il s'est excusé et a dit qu'il était stressé avec la pression des responsabilités, mais elle fit une pause, et je vis des larmes se former dans ses yeux. Je ne l'avais jamais vue comme ça avant. J'ai serré ma fille dans mes bras, sentant la colère bouillir en moi. Mais je savais que je ne pouvais pas simplement la sortir de cette situation. Elena avait raison. Marina devait voir par elle-même. Août arriva avec le temps sec typique du Cerrado de Goiás, et avec lui vinrent les premières factures bancaires plus lourdes. Je l'ai su parce que Marina m'a appelé un dimanche soir, la voix tremblante. « Papa, je dois te parler de quelque chose de sérieux. »« Qu'est-ce qu'il y a, ma fille ?»« C'est à propos des fermes. Je ne savais pas, mais apparemment maman avait pris de gros emprunts en utilisant les propriétés comme garantie. Les factures arrivent maintenant et les montants sont très élevés. Très élevés. Finalement, la réalité commençait à frapper à la porte. Combien font ces montants très élevés, Marina ? 73 000 réais par mois, juste pour les mensualités de l'emprunt, sans compter les dépenses normales de la ferme. Papa, d'où allons-nous sortir tout cet argent chaque mois ? 73 000 mensuels. C'était exactement le montant qui était dans les tableaux que Elena m'avait laissés. Les 3 fermes produisaient bien, mais la marge de profit net mensuel tournait autour de 80 à 90 000 réais, en considérant tous les coûts. En retirant les 73 000 des mensualités, il restait très peu pour le réinvestissement, la maintenance et les imprévus. Parle-en avec Rodrigo. C'est lui qui administre les fermes. Il doit avoir un plan pour couvrir ses dépenses. J'ai essayé de lui parler aujourd'hui, mais il s'est énervé. Il a dit que je questionnais à nouveau sa capacité, qu'il avait déjà tout sous contrôle. Mais papa, j'ai vu les comptes. Il n'y a aucun moyen d'avoir tout sous contrôle quand il reste à peine de l'argent à la fin du mois. Marina, tu dois exiger une transparence totale. Ce sont tes fermes. Ton nom est sur les actes. Tu as le droit et l'obligation de savoir où va chaque centime.
Je l'ai entendu sangloter doucement de l'autre côté de la ligne. J'ai peur, papa. Peur de quoi? Que si je le pousse trop, il puisse partir. Et je ne veux pas rester seul. Ces mots m'ont brisé le cœur. Ma fille, une femme intelligente, diplômée, capable, avait peur de rester seule au point d'accepter d'être manipulée et contrôlée. Marina, écoute-moi bien. Être seule, c'est être aux côtés de quelqu'un qui ne te respecte pas. Être seule, c'est partager le lit avec quelqu'un qui te rabaisse. Tu ne seras jamais seule tant que je serai vivant. Et même si je n'étais plus là, tu es assez forte pour te maintenir seule. N'oublie jamais ça. Après cette conversation, j'ai passé une nuit blanche. Je suis resté sur la véranda à observer les étoiles. Le même ciel que Elena et moi observions ensemble durant ces nuits d'insomnie pendant la maladie. Et j'ai parlé avec elle comme si elle était encore là à mes côtés. Tu vois ça, Elena? Notre petite fille souffre. Est-ce qu'on fait vraiment la bonne chose? Ne devrais-je pas intervenir maintenant? La sortir de cette situation avant que ça empire? Bien sûr, Elena n'a pas répondu. Mais dans mon esprit, je pouvais entendre ce qu'elle dirait. Sois patient, vieux têtu. La douleur qui enseigne vaut mieux que le confort qui emprisonne. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Mendes. Je veux que vous enquêtiez sur ce junior que Rodrigo a embauché pour administrer les fermes. Je veux savoir sa formation, son expérience antérieure, et surtout combien Rodrigo le paie. Maître Mendes m'a rappelé 3 jours plus tard avec des informations qui confirmaient mes soupçons. Ernesto, ce junior est le cousin de Rodrigo, diplômé en agronomie, mais n'a jamais travaillé dans une propriété rurale avant. Et le salaire qu'il lui paie est de 15 000 réais par mois, plus logement et nourriture. Pour un professionnel sans expérience, c'est un montant bien au-dessus du marché. 15 000 par mois pour un administrateur inexpérimenté qui était parent de Rodrigo. C'était le premier signe clair de détournement de ressources. Rodrigo utilisait les fermes de Marina pour employer sa famille avec des salaires gonflés. Il y a plus, continua l'avocat. J'ai obtenu des informations sur ce prêt personnel que Rodrigo a pris pour les rénovations. En fait, c'était 2 prêts, un de 200 000, l'autre de 150 000. Et il a utilisé comme garantie non seulement ses biens personnels, mais a aussi mis les fermes en garantie solidaire. Il peut faire ça? Les fermes ne sont pas à son nom. Techniquement non. Mais il a dû falsifier la signature de Marina sur certains documents, ou l'a convaincu de signer des papiers sans les lire correctement. J'enquête plus en profondeur, mais s'il a vraiment falsifié des signatures, c'est un crime. Cela changeait tout. Rodrigo n'était pas juste un mauvais gestionnaire. Il commettait une fraude. Maître Mendes, j'ai besoin de preuves solides avant de faire le moindre mouvement. S'il a falsifié des documents, je veux avoir tout documenté de manière irréfutable. Je vais engager un détective privé. Mais Ernesto, ça va coûter cher. Peu importe le coût. Faites ce qui doit être fait. Septembre apporta les premières pluies du printemps, mais aussi la tempête financière que je savais qui arrivait. Marina est apparue chez moi un mardi après-midi, conduisant seule, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. « Papa, la banque menace d'exécuter l'hypothèque d'une des fermes. » Je l'ai fait entrer. J'ai préparé une tisane de camomille, et je me suis assis avec elle à la table de la cuisine. Raconte tout depuis le début. Rodrigo a eu du retard sur 2 mensualités de l'emprunt. Il a dit que c'était parce que l'argent de la vente du bétail était entré plus tard que prévu, que c'était juste une question de flux de trésorerie. Mais quand il a réussi à payer les mensualités en retard, il y a eu l'amende, les intérêts, et maintenant il n'a pas l'argent pour payer la prochaine mensualité qui arrive la semaine prochaine. Et la production des fermes, le profit d'exploitation. Papa, il ne reste presque rien. Rodrigo a beaucoup dépensé avec les rénovations. La piscine a fini par coûter le double du budget initial. Il a aussi acheté de nouveaux tracteurs, des équipements, embauché plus de gens. Il disait qu'il fallait tout moderniser pour augmenter la productivité, mais les coûts ont augmenté beaucoup plus vite que la production. C'était l'erreur classique de gestion. Augmenter les coûts fixes sans garantir une augmentation proportionnelle des revenus. N'importe quel administrateur minimalement compétent le saurait. Mais Rodrigo n'était pas un administrateur compétent. C'était un dépensier irresponsable qui jouait avec l'argent qui n'était pas le sien. Marina, tu as accès au compte bancaire des fermes? J'ai accès. Mais Rodrigo contrôle tout. C'est lui qui fait les paiements, les virements. Je peux seulement voir les relevés. J'ai besoin que tu m'apportes des copies de tous les relevés des 6 derniers mois, de tous les comptes. Papa, si Rodrigo découvre que je te montre ça, il va être furieux. J'ai pris ses mains fermement, regardant ma fille dans les yeux. Marina, écoute bien ce que je vais te dire. Ces fermes sont à toi. Chaque centime qui entre et sort d'elles est de ta responsabilité.
Rodrigo n'a aucun droit légal sur ses propriétés. Il est juste ton mari, pas le propriétaire. S'il se met en colère parce que tu exerces ton droit de contrôler le patrimoine qui est le tien, alors le problème est en lui, pas en toi. Elle acquiesça lentement, mais je voyais la peur dans ses yeux. Peur de la confrontation, peur de perdre son mariage, peur d'admettre qu'elle avait fait un mauvais choix. Et il y a autre chose, papa, dit-elle à voix basse, presque un murmure. J'ai découvert que Rodrigo a une liaison. Le monde sembla s'arrêter pendant une seconde. Tu es sûr? J'ai trouvé des messages sur son téléphone. Il avait oublié son portable à la maison un jour et des messages d'une femme appelée Silvana sont arrivés. Des messages explicites. Quand je l'ai confronté, il a d'abord nié puis a admis, mais a dit que ça ne signifiait rien, que c'était juste une distraction à cause du stress. La rage que j'ai ressentie à ce moment était différente de tout ce que j'avais ressenti auparavant. Ce n'était pas la rage explosive qui vous fait vouloir recourir à la violence. C'était une rage froide, calculée, qui durcissait chaque muscle de mon corps. Et tu as accepté cette excuse? Marina a recommencé à pleurer, des sanglots profonds qui secouèrent ses épaules. Je ne sais pas quoi faire, papa. Il s'est excusé, a dit qu'il était confus à cause de la pression financière, que j'étais la seule femme qu'il aimait vraiment. Il a promis qu'il allait rompre avec cette Silvana, mais je n'arrive plus à lui faire confiance comme avant. Je me suis levé de la chaise et j'ai serré ma fille dans mes bras, la laissant pleurer sur mon épaule comme elle le faisait quand elle était enfant et tombait de cheval, ou s'écorchait le genou. Mais cette fois, ce n'était pas un genou écorché, c'était un cœur brisé et une confiance détruite. Marina, tu sais ce que tu dois faire. Je sais, sanglota-t-elle, mais c'est tellement difficile. 5 ans de mariage, tous les plans qu'on a faits ensemble, la vie qu'on a construite. Quelle vie, ma fille? Une vie où tu ne peux pas questionner les décisions financières qui affectent ton patrimoine? Où tu vis avec la peur d'irriter ton mari? Où il te trompe et rejette encore la faute sur le stress? Ce n'est pas une vie, Marina. C'est une prison avec des murs invisibles. Elle est restée chez moi cette nuit-là. Elle a envoyé un message à Rodrigo disant qu'elle était fatiguée et qu'elle allait dormir chez son père. Il n'a même pas répondu. Le lendemain matin, Marina est partie tôt. Elle a dit qu'elle devait retourner aux fermes, vérifier des problèmes avec le bétail. Mais je savais qu'elle fuyait la décision qu'elle devait prendre. 2 heures après son départ, j'ai reçu un appel de Maître Mendes. « Ernesto, vous devez venir à mon bureau maintenant. On a découvert quelque chose de grave. » Je suis arrivé au bureau de Maître Mendes en moins de 40 minutes. Il avait une expression sombre, plusieurs documents éparpillés sur la table. Le détective que j'ai engagé a fait un excellent travail. Commença-t-il. Il a réussi à accéder au registre bancaire des fermes par des moyens légaux, puisque Marina est la propriétaire et a signé une autorisation pour l'enquête. Qu'est-ce qu'il a découvert? Rodrigo détourne de l'argent systématiquement. Il a créé 3 entreprises fantômes au nom de prête-noms et fait des paiements mensuels à ces entreprises pour des services qui n'ont jamais été rendus. Conseil agricole, maintenance d'équipement, transport d'intrants, tout faux. Ces 6 derniers mois, il a détourné environ 400 000 réais. 400 000 réais. C'était pour ça que les fermes n'avaient pas d'argent pour payer les mensualités des emprunts. Rodrigo était simplement en train de voler. Plus grave encore, continua l'avocat. Il a falsifié la signature de Marina sur plusieurs documents. Nous avons 3 contrats d'emprunt où sa signature a été forgée. Un expert graphologue l'a déjà confirmé. C'est un crime de faux et usage de faux et d'escroquerie. Je me suis laissé tomber sur la chaise, traitant l'ampleur de ce que j'entendais. Rodrigo n'était pas juste un mauvais administrateur ou un mari infidèle, c'était un criminel. Il détruisait délibérément le patrimoine de Marina tout en lui volant. Qu'est-ce qu'on peut faire légalement? 2 options. Première, aller à la police maintenant même avec tout ça et dénoncer Rodrigo pour escroquerie et falsification. Il serait arrêté, enquêté, probablement condamné. Marina récupérerait le contrôle total des fermes et le mariage se terminerait de manière dramatique et publique. Et la deuxième option, utilisez la procuration que vous avez pour intervenir dans les fermes maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Écarter Rodrigo de l'administration, prendre le contrôle des propriétés et lui donner un ultimatum. Soit il accepte le divorce pacifiquement et rembourse l'argent qu'il a volé, soit on passe par la voie criminelle. C'est moins public, potentiellement plus rapide, mais il y a le risque qu'il refuse et qu'on finisse par devoir passer par la voie criminelle de toute façon. Je suis resté silencieux un long moment en réfléchissant. Elena, dans sa sagesse, avait prévu que Rodrigo serait malhonnête. Mais même elle n'avait pas prévu qu'il serait criminel. La situation était plus grave que n'importe qui de nous avait imaginé. Il y a autre chose que vous devez savoir, continua Maître Mendes en sortant une photo d'un dossier. Voici cette Silvana, avec qui Rodrigo a une liaison. J'ai regardé la photo.
Une femme d'apparemment 30 ans, blonde, vêtements chers, devant une boutique de luxe dans un centre commercial. C'est Silvana Campos, fille de Mauricio Campos, le plus grand concurrent du père de Rodrigo dans le marché des concessions. Les deux ont une rivalité ancienne, se battent pour le marché depuis des années. Ça n'avait pas de sens. Pourquoi Rodrigo aurait-il une liaison avec la fille du rival de son père? Pourquoi? L'avocat fit une pause pour l'emphase. Silvana est enceinte. Et selon nos sources, elle dit à tout le monde que le père est Rodrigo. Le puzzle commença à se former dans ma tête. Rodrigo détournait de l'argent des fermes, avait une liaison avec une femme qui était maintenant enceinte, et cette femme était la fille du rival d'affaires de son père. Ce n'était pas juste de l'incompétence ou de la cupidité, c'était un plan. Rodrigo se préparait à abandonner Marina et à se marier avec Silvana, emportant probablement tout l'argent qu'il pourrait voler avant. Maître Mendes, je dois parler avec Marina avant de prendre quelques décisions. Elle a le droit de tout savoir. Ernesto, avec tout le respect, mais combien de temps allez-vous encore attendre? Chaque jour qui passe, Rodrigo peut détourner plus d'argent, compromettre davantage le patrimoine d'elle. Si vous n'agissez pas bientôt, il ne restera peut-être rien à sauver. Il avait raison. Mais j'avais promis à Elena que je laisserais Marina voir par elle-même, que je n'interviendrai pas jusqu'à ce qu'elle soit prête à accepter la vérité. Et je devais honorer cette promesse. Donnez-moi 3 jours. Je vais parler avec Marina, lui montrer ses preuves. Si elle ne prend pas une décision dans 3 jours, alors j'utiliserai la procuration et je prendrai le contrôle des fermes. Mais elle doit avoir la chance de prendre cette décision par elle-même. Maître Mendes soupira mais accepta. 3 jours, Ernesto. Pas un jour de plus. Parce qu'après ça, il sera peut-être trop tard. Je suis sorti du bureau avec un dossier plein de documents, preuves, relevés bancaires. Des preuves irréfutables de la trahison, du vol, de la falsification. C'était tout ce dont Marina avait besoin pour finalement se réveiller face à la réalité. La question était de savoir si elle aurait le courage d'affronter cette réalité en face. J'ai appelé Marina dès que je suis monté dans la voiture. « Ma fille, je dois te parler d'urgence. Tu peux venir chez moi ce soir? Papa, je suis au milieu d'un problème ici. Une des vaches a une mamite grave et le vétérinaire ne peut pas venir avant demain. Marina, bon sang, tu es vétérinaire. Soigne la vache toi-même et viens après. Ce que j'ai à te montrer ne peut pas attendre. » Quelque chose dans mon ton de voix a dû l'alerter car elle a répondu rapidement. « D'accord, j'arrive vers 20h. J'ai passé l'après-midi à tout préparer. J'ai organisé les documents par ordre chronologique. J'ai séparé les preuves les plus choquantes. J'ai préparé une présentation claire et objective de tout ce que Rodrigo avait fait. Ça n'allait pas être facile pour Marina de voir ça. Mais elle devait voir. Elle devait comprendre l'ampleur de la trahison. Quand elle est arrivée à 20h15, j'attendais dans le salon avec tous les documents déjà étalés sur la table basse. Marina est entrée, a vu toute la paperasse et est immédiatement devenue tendue. « Papa, qu'est-ce que c'est que tout ça? Assieds-toi, ma fille. Il y a beaucoup de choses que tu dois savoir. » J'ai passé les 2 heures suivantes à montrer chaque document, expliquant chaque transaction frauduleuse, chaque entreprise fantôme, chaque signature falsifiée. J'ai vu l'expression de Marina changer graduellement, de la confusion à l'incrédulité, de l'incrédulité à l'horreur, de l'horreur à une rage silencieuse que je n'avais jamais vue en elle. Quand je suis arrivé à la partie sur Silvana étant enceinte, elle est restée complètement immobile, le visage pâle. « Enceinte ?» répéta-t-elle, la voix sans émotion. « Il va avoir un enfant avec elle, Marina, pendant que j'essayais d'avoir un enfant avec lui depuis 3 ans, pendant que je faisais des traitements de fertilité qui me détruisaient émotionnellement, pendant que je me culpabilisais de ne pas réussir à tomber enceinte. Il faisait un autre enfant avec une autre femme. » Les larmes ont commencé à couler sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage pure. Il m'a volé, papa. Il a volé mon argent, ma confiance, mes années. Et il a encore eu l'audace de me faire sentir coupable de ne pas lui faire confiance. J'ai pris sa main. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Marina a essuyé les larmes d'un revers de main, avec ce geste décidé que je reconnaissais. C'était le même geste que Elena faisait quand elle prenait une décision difficile mais nécessaire. Je le veux hors de mes propriétés. Je le veux hors de ma vie. Et je veux qu'il paie pour tout ce qu'il a fait. On peut faire ça de 2 façons, j'ai expliqué. On peut passer par la voie criminelle, dénoncer tout à la police. Il serait enquêté, probablement arrêté. Ce serait un scandale public, mais il serait puni criminellement. Et l'autre façon, je prends le contrôle des fermes en utilisant la procuration que tu as signée. J'écarte Rodrigo immédiatement de l'administration. On lui propose un accord. Il signe le divorce sans se battre.
rembourse le maximum possible de l'argent qu'il a volé. Et en échange, on ne va pas à la police. C'est plus rapide, moins public, mais il échappe à la prison. Marina est restée silencieuse un long moment, regardant tous ces documents éparpillés sur la table. Combien de temps j'ai pour décider? Maître Mendes m'a donné 3 jours. Mais Marina, chaque jour qui passe, c'est plus d'argent qui peut être détourné, plus de dettes qui peuvent être contractées en ton nom. Je dois le confronter d'abord. J'ai besoin de l'entendre de sa bouche. J'ai besoin qu'il me regarde en face et admette ce qu'il a fait. Je n'étais pas sûr que ce soit une bonne idée, mais Marina était adulte. Elle avait le droit de faire les choses à sa façon. D'accord, mais prends ces copies des documents avec toi. Et Marina, très important, ne le confronte pas seul. Prends quelqu'un avec toi ou fais-le dans un lieu public. On ne sait pas comment il va réagir quand il sera acculé. Elle acquiesça et rangea les copies des documents dans son sac. Avant de partir, elle m'a serré fort dans ses bras. Merci, papa, de prendre soin de moi-même quand je ne le méritais pas. Tu l'as toujours mérité, ma fille. Tu l'as juste oublié pendant un temps. Après son départ, je suis resté éveillé toute la nuit. Je savais que la confrontation entre Marina et Rodrigo serait explosive, et je m'inquiétais pour sa sécurité. Les hommes acculés peuvent être dangereux, surtout quand ils ont beaucoup à perdre. À 6 heures du matin le lendemain, mon téléphone a sonné. C'était Marina. Papa, je l'ai confronté. Je lui ai montré tous les documents. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a tout nié au début. Il a dit que c'était des documents falsifiés, que tu essayais de saboter notre mariage parce que tu ne l'avais jamais aimé. Mais quand je lui ai montré les expertises graphologiques des signatures falsifiées, il s'est effondré. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a tout admis. Il a dit qu'il était désespéré, que ses parents avaient des problèmes financiers à la concession, qu'il avait pris des emprunts pour essayer de les aider et n'arrivait pas à payer. Il détournait l'argent des fermes pour couvrir les trous. Et au sujet de Silvana, Marina fit une pause et je l'ai entendu respirer profondément avant de continuer. Il a dit qu'il était tombé amoureux d'elle, qu'avec moi c'était confortable, mais avec elle c'était excitant, qu'il planifiait de demander le divorce dès qu'il aurait réussi à organiser les finances, c'est-à-dire dès qu'il aurait réussi à voler suffisamment pour s'installer avec sa maîtresse enceinte. La froideur dans la voix de Marina m'inquiéta plus que des larmes ne l'auraient fait. « Où es-tu maintenant ?»« Chez Luciana », répondit-elle en mentionnant une amie d'enfance. « Je suis partie de la ferme à l'aube. J'ai pris quelques vêtements et je suis venue ici. Je ne peux pas rester sous le même toit que lui. Tu as bien fait. Et Rodrigo, où est-il? Encore à la ferme. Il a essayé de m'empêcher de partir, mais je lui ai dit que s'il posait la main sur moi, j'appellerais la police immédiatement. Dieu merci, elle avait eu ce bon sens. Marina, écoute. Aujourd'hui même, je vais activer la procuration et prendre le contrôle légal des fermes. Je vais y aller avec Maître Mendes et un huissier. On va notifier Rodrigo officiellement qu'il est écarté de toute fonction administrative dans les propriétés. À partir de ce moment, il ne peut plus prendre aucune décision, faire aucune transaction, embaucher ou licencier personne. S'il refuse de partir, il commettra une violation de propriété. Mais Marina, je vais te faire une proposition. On va offrir un accord. S'il part pacifiquement, rembourse au moins une partie de l'argent détourné et signe le divorce dans des termes raisonnables, on ne va pas à la police. S'il refuse, alors on passe par la voie criminelle complète. Papa, il ne mérite pas cette considération. Ce n'est pas une question de ce qu'il mérite, ma fille. C'est une question de ce qui est plus rapide et moins douloureux pour toi. Un procès criminel peut traîner pendant des années. Tu veux passer les prochaines années de ta vie à aller aux tribunaux, faire des dépositions, revivre tout ça constamment? Elle resta silencieuse, et je savais qu'elle réfléchissait. D'accord, fais la proposition d'accord. Mais papa, je veux au moins la moitié de l'argent en retour, et qu'il signe un document assumant toute la responsabilité des dettes qu'il a contractées frauduleusement. Je ne vais pas payer pour ce qu'il a volé. D'accord, reste chez Luciana aujourd'hui. Ne retourne pas à la ferme avant que je t'appelle pour te dire que tout est réglé. J'ai raccroché, et j'ai immédiatement appelé Maître Mendes. J'ai expliqué la situation, et on s'est donné rendez-vous dans 2 heures. Il se chargerait de l'huissier et de tous les documents nécessaires. À 10 heures du matin, on était un convoi de 3 voitures suivant la route de terre qui menait à la Fazenda Santo Antonio. Moi devant, Maître Mendes dans la 2e voiture avec un assistant, et l'huissier dans le 3e véhicule, accompagné de 2 policiers militaires que Maître Mendes avait prévus au cas où il y aurait de la résistance. Quand on est arrivé au siège de la ferme, Rodrigo était sur la véranda, assis dans une chaise à bascule, une bière à la main, même s'il n'était que 10h30 du matin. Il nous a vus arriver et n'a pas bougé. Il est juste resté à observer, avec une expression entre défiante et résignée.
Je suis descendu de la camionnette et j'ai marché jusqu'à la véranda. Maître Mendès et l'huissier sont venus juste derrière. « Rodrigo ?» J'ai commencé en gardant la voix ferme mais contrôlée. « Je suis venu ici pour te notifier officiellement qu'à partir de ce moment, tu es écarté de toute fonction administrative dans les propriétés appartenant à Marina Gomez Tavares. Tu n'as plus aucune autorité pour prendre des décisions, réaliser des transactions ou représenter ces fermes de quelque manière que ce soit. » Il a pris une gorgée de bière et a souri, mais c'était un sourire amer, sans humour. Je savais que ça allait arriver à ce point. Vous m'avez toujours détesté, Ernesto. Depuis le premier jour. Ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas t'aimer, Rodrigo. C'est une question de ce que tu as fait, les crimes que tu as commis, l'argent que tu as volé. L'huissier fit un pas en avant et tendit une enveloppe. Monsieur Rodrigo Tavares, vous recevez notification officielle d'écartement administratif et une proposition d'accord extrajudiciaire. Je vous suggère de lire attentivement. Rodrigo prit l'enveloppe, la déchira sans cérémonie et lut rapidement. Je vis son expression changer au fur et à mesure qu'il lisait. 150 000 raies? Vous voulez que je rembourse 150 000 raies? Il cria presque. D'où vous pensez que je vais sortir cet argent? Du même endroit d'où tu l'as sorti quand tu as volé 400 000 raies des fermes de ma fille. J'ai répondu, la voix froide comme la glace. On est généreux en ne demandant que la moitié en retour. Et si je n'accepte pas, vous allez faire quoi? Me poursuivre? J'ai des avocats aussi, vous savez. Le père de Silvana est riche. Il peut payer les meilleurs avocats de Goiânia. Maître Mendes intervint, sa voix professionnelle et impersonnelle. Monsieur Rodrigo, si vous n'acceptez pas l'accord, on passera par la voie criminelle. Nous avons des preuves documentaires d'escroquerie, de faux et usage de faux, et de détournement de fonds. Ce sont des crimes avec peine de réclusion de 2 à 12 ans. Vos avocats chers pourront peut-être réduire la peine, mais ils ne pourront pas effacer les preuves. Vous serez condamné. Rodrigo pâlit. Apparemment, jusqu'à ce moment, il n'avait pas vraiment considéré la possibilité d'aller en prison. Laissez-moi comprendre, dit-il lentement. Si je rembourse les 150 000, signe le divorce et pars d'ici, vous n'allez pas à la police? Exactement. J'ai confirmé. Tu signeras aussi un document assumant toute la responsabilité des dettes que tu as contractées frauduleusement au nom de Marina. Elle ne paiera pas un centime de ce que tu as fait. Et combien de temps j'ai pour réunir les 150 000? 90 jours. Et tu paieras en 3 versements. 50 000 dans 30 jours, 50 000 dans 60 jours, et 50 000 dans 90 jours. Si tu retardes un seul versement, l'accord est annulé et on va directement à la police. Rodrigo jeta le papier par terre et se leva brusquement de la chaise. C'est ridicule. Vous êtes en train de m'extorquer. Non, Rodrigo. J'ai corrigé. On te donne une chance de ne pas aller en prison. Il y a une énorme différence entre les deux choses. Il commença à marcher d'un côté à l'autre sur la véranda, les mains dans les cheveux, clairement en train de paniquer. Et si je pars maintenant, simplement partir, ne rien signer et vous laisser avec ce bordel? Alors on va à la police immédiatement, répondit Maître Mendès. Et en plus des accusations qu'on a déjà, on ajoutera fuite de responsabilité criminelle. Ce sera pire pour vous. Rodrigo s'arrêta de marcher et nous fixa. Je pouvais voir les pensées passer dans sa tête, calculant les options, cherchant des issues. Je dois parler avec mes avocats avant de signer quoi que ce soit. Tu as 2 heures. J'ai informé. Après ça, la proposition expire et on va directement au commissariat. Il est entré dans la maison en claquant la porte. À travers la fenêtre, je l'ai entendu prendre son portable et commencer à appeler quelqu'un, parlant de manière agitée. Je me suis assis sur la véranda pour attendre. Maître Mendès est venu s'asseoir à mes côtés. « Vous pensez qu'il va accepter ?» demanda-t-il à voix basse. « Il n'a pas le choix. C'est ça ou la prison. Et aussi bête que Rodrigo soit sur certaines choses, il est assez malin pour savoir que la prison n'est pas un endroit pour lui. Pendant qu'on attendait, j'en ai profité pour marcher dans la propriété. La Fazenda Santo Antonio était différente de quand Elena et moi l'administrions. Il y avait une décadence subtile partout. Des clôtures qui avaient besoin de réparation, des pâturages avec plus de mauvaises herbes qu'il ne devrait y avoir, des équipements laissés dans des endroits aléatoires au lieu d'être rangés correctement dans le hangar. J'ai trouvé ce junior, le cousin de Rodrigo qui gagnait 15 000 par mois, assis dans le bureau de la ferme en train de jouer sur son portable. « Junior, c'est ça ?» J'ai abordé. Il leva les yeux, surpris, et cacha rapidement le portable. « Oui, monsieur. Je peux vous aider? Tu es viré. Tu peux prendre tes affaires et partir aujourd'hui même. »« Comment ça, viré? Qui êtes-vous pour me virer ?» Je lui ai montré les documents qui me donnaient autorité sur la ferme. « Je suis le nouvel administrateur légal de cette propriété et tu ne travailles plus ici. Tu as 1 heure pour rassembler tes affaires et partir. » Junior voulut argumenter,
Mais il vit l'expression sur mon visage et comprit que ce serait inutile. Il marmonna quelque chose à propos de parler avec Rodrigo et sortit du bureau. Je me suis assis dans la chaise qui avait été la mienne pendant tant d'années et j'ai commencé à examiner les registres de la ferme. C'était pire que je n'imaginais. Rodrigo avait vendu du bétail reproducteur de haute qualité à bas prix, emboursant probablement la différence. Il avait cessé de faire des investissements essentiels en maintenance préventive, ce qui signifiait qu'on aurait maintenant des coûts d'urgence beaucoup plus élevés. Il avait engagé une entreprise de ration qui facturait des prix au-dessus du marché, probablement une autre des entreprises fantômes. J'ai passé 40 minutes à faire des calculs rapides. Avec une administration compétente et quelques ajustements, les fermes pouvaient redevenir rentables en 3 mois. Mais d'abord, il faudrait en vendre une pour payer les dettes les plus urgentes et avoir du capital de roulement pour récupérer les 2 autres. Rodrigo réapparut finalement presque 2 heures plus tard. Il était visiblement secoué, les cheveux ébouriffés, la chemise froissée. « J'ai parlé avec 3 avocats, dit-il, la voix fatiguée. Tous ont dit la même chose, que vous avez un dossier solide et que je vais être condamné si ça va au tribunal. Et alors, j'ai insisté. Je vais accepter l'accord, mais je n'ai aucun moyen de réunir 150 000 en 90 jours. Je peux obtenir au maximum 120 000. J'ai regardé Maître Mendes qui a haussé les épaules, indiquant que la décision était mienne. 150 000, j'ai contre-proposé. Et tu as 90 jours, pas 60, mais tu dois payer en 3 versements, 50 000 dans 30 jours, 50 000 dans 60 jours et 50 000 dans 90 jours. Si tu retardes un seul versement, l'accord est annulé. Rodrigo ferma les yeux, respira profondément et acquiesça. D'accord, 150 000 en 3 versements. Et tu quittes cette propriété aujourd'hui, maintenant. Tu prends tes affaires personnelles et tu pars. Tu ne reviens jamais ici. Où vais-je rester? Ce n'est pas mon problème, Rodrigo. Va chez tes parents, chez Silvana, loue un appartement avec l'argent que tu as volé et pas encore dépensé. Je m'en fiche. Mais tu ne dors plus une seule nuit dans cette maison. Je vis l'humiliation sur son visage, mais je n'ai ressenti aucune pitié. Il s'était fait ça à lui-même. Maître Mendes présenta les documents officiels de l'accord. Rodrigo lut tout attentivement cette fois. Ses avocats avaient dû lui dire de le faire. Finalement, il prit le stylo et signa chaque page. « Le divorce ?» demanda-t-il. « Comment ça va se passer ? Tu recevras les papiers par la poste la semaine prochaine, expliqua Maître Mendes. C'est un divorce consensuel. Vous n'avez pas d'enfants, pas de biens en commun à part les fermes qui sont déjà à Marina. Ce sera rapide et simple. Tu signes, tu renvoies, et dans quelques mois tu es officiellement divorcé. » Rodrigo rangea sa copie des documents dans un dossier et entra dans la maison. 15 minutes plus tard, il revint en portant 2 grandes valises et un sac à dos. C'était impressionnant comme 5 ans de vie tenaient dans si peu de bagages quand on devait partir en urgence. Il passa devant moi sans rien dire, jeta les valises dans la benne de la Maroc et monta dans la cabine. Avant de démarrer le moteur, il baissa la vitre et me fixa. « Vous avez gagné, Ernesto. Vous êtes content maintenant ? Ça n'a jamais été une question de gagner ou de perdre, Rodrigo. C'était une question de protéger ma fille de quelqu'un qui ne la méritait pas. Si tu avais été honnête, travailleur et loyal, je n'aurais jamais eu besoin d'intervenir. Madame Helena savait ? Demanda-t-il soudainement. Quand elle a fait ce testament, elle savait que j'allais faire ça. La question me prit par surprise. Mais alors je compris que Rodrigo, à sa façon tordue, commençait à comprendre. Ma femme était beaucoup plus intelligente que tu ne l'as jamais imaginé. Elle ne savait pas exactement ce que tu allais faire, mais elle savait qui tu étais. Et elle a préparé les choses pour protéger notre fille quand tu montrerais ton vrai visage. Rodrigo secoua lentement la tête et démarra la camionnette. Je l'ai regardé partir par la route de terre, la poussière montant derrière le véhicule jusqu'à ce qu'il disparaisse de vue. C'est fini. J'ai soupiré, sentant le poids de tout le stress des derniers mois commencer à se soulager. Pas encore complètement, me rappela Maître Mendes. Il y a encore les fermes à récupérer, les dettes à négocier, et le terrain aux Minas, pour que vous décidiez ce que vous allez faire. Il avait raison. La bataille contre Rodrigo était terminée, mais la guerre pour reconstruire le patrimoine de Marina ne faisait que commencer. J'ai appelé Marina. Ma fille, Rodrigo a signé tout et est parti. La ferme est à toi à nouveau. Je l'ai entendu sangloter de l'autre côté de la ligne. Un mélange de soulagement et de tristesse. Je peux retourner à la maison ? Tu peux. Mais Marina, il y a beaucoup de travail devant nous. Les fermes sont dans une situation compliquée. On doit parler de leur avenir. J'arrive là-bas maintenant. J'ai raccroché et suis retourné à l'intérieur de la maison. Il y avait tant à faire, tant de choses à réparer.
Mais pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti de l'espoir. Marina était libre, avait appris des leçons dures mais nécessaires, et j'avais encore un atout dans ma manche qui changerait tout. Les jours suivants, je me suis plongé corps et âme dans l'administration des 3 fermes. J'ai licencié tous les employés que Rodrigo avait embauchés par recommandation, ou qui recevaient clairement des salaires gonflés. J'ai renégocié des contrats avec les fournisseurs, coupé les dépenses superflues. Marina est revenue à la ferme 3 jours plus tard et ensemble nous avons fait un inventaire complet de la situation. C'était pire que je ne pensais initialement. Les dettes totalisaient plus de 2 millions de réais quand on additionnait les emprunts bancaires, les dettes envers les fournisseurs, les impôts en retard et les mensualités échues d'équipement. « Papa, je pense qu'on va devoir vendre les 3 fermes », dit Marina un soir pendant qu'on examinait les tableaux dans la cuisine de la maison principale. « Il n'y a aucun moyen de tout maintenir avec les dettes qu'on a. Pas nécessairement. On va en vendre une, la plus petite, la Fazenda Tres Lagoas. Avec l'argent de la vente, on paie les dettes les plus urgentes des 2 autres. Ensuite, on restructure les opérations, on recommence à produire avec efficacité, et dans 1 an, les 2 autres fermes sont à nouveau rentables. Et tu penses que tu peux faire ça ? J'ai regardé ma fille et j'ai souri. Marina, j'ai administré des propriétés plus grandes que celle-ci pendant 40 ans. Ton grand-père m'a tout appris sur la campagne quand j'avais 12 ans. Ta mère et moi avons construit notre patrimoine à partir de 0, avec beaucoup de travail et beaucoup de sueur. S'il y a une chose que je sais faire, c'est gérer une ferme. Elle a souri pour la première fois depuis des semaines. Un sourire authentique qui a illuminé son visage fatigué. Alors faisons-le ensemble. Ensemble, j'ai acquiescé. J'ai mis la Fazenda Tres Lagoas en vente le lendemain. C'était la plus petite des 3 propriétés, 300 alquaires, principalement d'élevage extensif. Avec l'aide d'un courtier immobilier rural de confiance, j'ai trouvé un acheteur intéressé en 2 semaines, un entrepreneur de São Paulo qui voulait diversifier ses investissements et était disposé à payer un prix juste. La vente a été conclue pour 1 800 000 réais. Ce n'était pas la valeur totale de la propriété, mais considérant l'urgence de la vente et les conditions du marché, c'était une bonne affaire. Avec cet argent, on a payé toutes les dettes les plus urgentes. On a renégocié les hypothèques des 2 fermes restantes avec de meilleures conditions. On a réglé les fournisseurs, payé les impôts en retard. Quand on a eu fini, il restait encore 220 000 réais de capital de roulement. Marina était radieuse. « Papa, on a réussi. Les fermes sont sauvées. On a encore beaucoup de travail devant nous, ma fille. Mais oui, le pire est passé. Les mois suivants, on a travaillé côte à côte, reconstruisant les opérations des 2 fermes. J'ai pris en charge la partie administrative et financière. Marina s'occupait de la partie technique, vétérinaire et agronomique. On a embauché des employés compétents avec des salaires justes. On a investi dans des améliorations qui augmentaient vraiment la productivité, pas dans des piscines décoratives. Le premier versement des 50 000 réais de Rodrigo est arrivé dans les délais. Le deuxième aussi. Il respectait l'accord, probablement parce qu'il ne voulait pas risquer d'aller en prison. Ce fut au 4e mois après le départ de Rodrigo que Marina a finalement posé des questions sur le terrain au Minas. « Papa, ce terrain que tu as hérité de maman, tu n'en as jamais parlé. Il est encore là abandonné ?» On était sur la véranda de la Fazenda Santo Antonio en train de prendre un café après le dîner. J'attendais ce moment, sachant qu'un jour la curiosité de Marina serait éveillée. « Il n'est pas exactement abandonné. » J'ai répondu prudemment. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je me suis levé, suis entré dans la maison et suis revenu avec l'enveloppe que Elena m'avait laissée. Les mêmes documents que je gardais depuis des mois, attendant le bon moment. Ta mère m'a laissé ça avec une lettre expliquant tout. Marina a pris les documents et a commencé à lire. J'ai vu ses yeux s'écarquiller au fur et à mesure qu'elle comprenait ce qu'elle voyait. Papa, ça dit que le terrain a des réserves de minerais de fer évaluées à 120 millions de réais. C'est exact. Et il y a un contrat avec la compagnie minière Val pour l'extraction, payant 300 000 par mois de redevance. Correct. Marina a lâché les papiers et m'a fixé incrédule. Tu savais ça tout ce temps? Depuis la lecture du testament? Je savais. Et tu ne me l'as pas dit? Papa, quand on était désespéré avec les dettes, tu avais tout ça et tu ne m'as rien dit? Je me suis assis à côté d'elle et j'ai pris sa main. Marina, si je te l'avais dit à ce moment-là, qu'est-ce qui se serait passé? Elle a réfléchi un moment. Je t'aurais demandé de l'aide. J'aurais demandé un prêt ou quelque chose comme ça. Et Rodrigo? Rodrigo. Elle s'est arrêtée, comprenant. Rodrigo aurait découvert et aurait trouvé un moyen de mettre la main sur cet argent aussi. Exactement. Ta mère savait ce qu'elle faisait quand elle a divisé l'héritage de cette façon.
Elle t'a donné les fermes avec des dettes pour que tu découvres qui Rodrigo était vraiment. Et elle m'a donné le terrain de valeur pour que je puisse t'aider au bon moment, quand tu en aurais vraiment besoin. Marina a commencé à pleurer, mais cette fois c'étaient des larmes de compréhension et de gratitude. Maman a tout planifié, tout ce plan élaboré pour me sauver de Rodrigo. Elle t'aimait plus que tout au monde, et elle savait que parfois le plus grand acte d'amour est de laisser quelqu'un tomber pour qu'il apprenne à se relever seul. Et toi, papa? Tu as souffert avec moi tout ce temps, me voyant passer par tout ça, sachant que tu avais une solution entre les mains. Ma fille, il n'y a pas de souffrance plus grande pour un père que de voir son enfant passer par des difficultés et ne pas pouvoir simplement tout résoudre. Mais ta mère m'a fait promettre que je te laisserais apprendre les leçons que tu devais apprendre. Et elle avait raison. Marina m'a serré fort dans ses bras et on était restés comme ça un long moment, père et fille, unis par l'amour et par toutes les leçons douloureuses qui nous avaient amenés jusque-là. Et maintenant? Demanda-t-elle finalement. Qu'est-ce que tu vas faire avec le terrain? En fait, je veux en parler avec toi, j'ai une proposition. J'ai expliqué mon plan. Je signerai le contrat avec Veil, activant les redevances mensuelles de 300 000 réais. Je recevrai aussi les 5 millions du paiement initial pour la concession des droits miniers. Avec cet argent, on investirait dans les 2 fermes restantes, les transformant en propriétés les plus modernes et productives de la région. Mais papa, c'est ton argent, ton héritage. Marina, j'ai 59 ans. Ma retraite me permet de bien vivre. Je n'ai pas besoin de 300 000 par mois. Mais toi, tu as 32 ans et toute une vie devant toi. Cet argent peut garantir ton avenir, la sécurité de tes futurs enfants, et transformer ces fermes en un legs qui passera de génération en génération. Je ne peux pas accepter ça, papa. C'est trop. Je ne te le donne pas gratuitement. Tu vas travailler pour ça. Tu vas administrer les fermes, tu vas les faire prospérer. Tu vas construire quelque chose qui en vaut la peine. Et quand je mourrai, tout ça sera à ton nom de toute façon. Je ne fais qu'anticiper l'inévitable. Marina resta silencieuse, réfléchissant. Et si je partage avec toi, la moitié des redevances pour toi, la moitié pour moi. Les 5 millions, on les divise aussi et on investit ensemble dans les fermes. J'ai réfléchi à sa proposition. C'était juste, et ça me donnerait encore plus d'argent que je ne pourrais jamais dépenser dans le reste de ma vie. Mais surtout, c'était une proposition qui montrait que Marina avait appris sur le partenariat, sur la division juste, sur le travail en équipe. J'accepte, mais à une condition. Laquelle? Tu retournes étudier. Tu fais un master en administration rurale, une spécialisation qui te donne les outils pour gérer ses propriétés avec excellence, sans dépendre de personne, sans avoir besoin de faire confiance aveuglément à des consultants externes. D'accord. J'ai signé le contrat avec Veil la semaine suivante. Le paiement initial de 5 millions est arrivé en 10 jours ouvrables. Les redevances mensuelles ont commencé à être déposées le mois suivant. C'était surréaliste de voir ces montants sur le compte bancaire après une vie entière à travailler dur pour chaque centime. Marina s'est inscrite à un MBA en agrobusiness à l'Université fédérale de Goiás, cours le samedi pour ne pas interférer avec le travail quotidien aux fermes. Je voyais en elle une détermination qui n'existait pas avant, une maturité forgée par la douleur et l'apprentissage. Ensemble, on a investi massivement dans les 2 fermes. Réforme complète des pâturages, introduction de nouvelles techniques de rotation du bétail, système d'irrigation moderne pour les cultures, construction d'entrepôts adéquats, achat de machines de qualité. Tout planifié soigneusement, tout avec retour sur investissement calculé. 6 mois après le départ de Rodrigo, les fermes étaient complètement transformées. La production de lait avait augmenté de 40%. La récolte de soja fut la meilleure des 5 dernières années. Le bétail de boucherie gagnait des prix dans les enchères régionales. Et Marina florissait. Son visage avait récupéré la lumière que je ne voyais pas depuis avant le mariage. Elle se levait tôt non pas parce qu'elle y était obligée, mais parce qu'elle aimait ce qu'elle faisait. Elle prenait des décisions avec confiance, négociait avec les fournisseurs avec fermeté, mais justice. C'était la femme forte que Elena et moi avions toujours su qu'elle était, mais qui était restée cachée sous des années de manipulation émotionnelle. Ce fut en décembre, presque 1 an après la mort de Elena, que le 3e et dernier versement de Rodrigo est arrivé, 50 000 réais, complétant les 150 000 de l'accord. Avec ça, le chapitre Rodrigo était officiellement clos. « Papa, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent ?» demanda Marina en regardant le reçu du virement. « On a quelques options. On peut investir plus dans les fermes, on peut économiser pour les urgences, ou on peut faire quelque chose que ta mère a toujours voulu faire mais n'a jamais eu le temps. » Marina me regarda avec curiosité. « Quoi »
créé une fondation. Quelque chose qui aide d'autres femmes rurales à avoir accès à l'éducation, à la formation professionnelle, au soutien pour sortir de relations abusives. Ta mère disait toujours qu'elle avait eu de la chance que je sois un bon mari, mais qu'elle connaissait des dizaines de femmes à la campagne qui vivaient des situations horribles et n'avaient nulle part où aller. Les yeux de Marina se sont remplis de larmes. Papa, ce serait parfait. La meilleure façon d'honorer la mémoire de maman. On a utilisé les 150 000 raies de Rodrigo comme fonds initial et on a établi la fondation Elena Gomez, axée sur l'éducation et l'autonomisation des femmes rurales. Partenariat avec des écoles techniques agricoles, programme de formation professionnelle, un réseau de soutien pour les femmes qui devaient sortir de relations abusives. Marina a pris la présidence de la fondation. Elle y appliquait la même dédicace qu'elle appliquait aux fermes. En 6 mois, on avait déjà aidé 23 femmes. Certaines avaient obtenu de meilleurs emplois, d'autres avaient lancé leurs propres petites entreprises. 3 avaient réussi à sortir de mariages violents et à reconstruire leur vie avec dignité. Ce fut en mars de l'année suivante, 15 mois après la mort de Elena, que Marina est arrivée à la maison un jour avec un sourire mystérieux sur le visage. « Papa, je dois te dire quelque chose. »« Quoi ? J'ai rencontré quelqu'un. » Mon cœur fit un bond, pas d'inquiétude, mais d'espoir. Marina méritait d'être heureuse. Elle méritait de trouver quelqu'un qui l'apprécie. Raconte. Il s'appelle André. Il est vétérinaire aussi. Il travaille avec le bétail de boucherie. Je l'ai rencontré à un congrès technique le mois dernier. On a commencé à parler de gestion sanitaire et je ne sais pas, papa. C'était différent. Il m'écoute, me respecte, n'essaie pas de me dire quoi faire ou comment penser. C'est bien, ma fille. Très bien. Je veux que tu le rencontres. Je l'ai invité à dîner ici samedi. Tu viens ? Je ne raterai ça pour rien au monde. Samedi arriva et avec lui André, un homme de 36 ans. Simple, authentique. Il portait des bottes de travail usées, pas des chaussures chères. Il conduisait une camionnette ancienne mais bien entretenue, pas un véhicule flambant neuf. Et surtout, la façon dont il regardait Marina était complètement différente de la façon dont Rodrigo la regardait. Rodrigo regardait Marina comme si elle était une propriété. André la regardait comme si elle était une partenaire. Pendant le dîner, André posa des questions sur les fermes, des questions techniques intelligentes qui montraient une vraie connaissance et un véritable intérêt. Lui et Marina conversaient comme des égaux, 2 professionnels discutant de défis et de solutions. Il n'y avait pas de condescendance, pas de tentative d'impressionner. C'était juste une conversation honnête entre des gens qui se respectaient mutuellement. Quand Marina est allée à la cuisine chercher le dessert, j'en ai profité pour parler seul avec André. Ma fille a traversé des situations difficiles dans son mariage précédent. J'ai commencé. Elle m'a raconté, répondit André en soutenant mon regard sans détourner les yeux. L'ex-mari qui lui a volé, qui l'a trompé, qui a essayé de détruire tout ce que sa famille avait construit. Et ça ne te fait pas peur? Ce qui me ferait peur, c'est si elle n'avait rien appris de cette expérience. Mais parler avec Marina, c'est parler avec quelqu'un qui a grandi à travers la douleur. Elle sait ce qu'elle veut, sait ce qu'elle ne tolérera pas, et a la force de défendre ses propres choix. Ça ne me fait pas peur, monsieur Ernesto. Ça m'impressionne profondément. Je l'ai aimée immédiatement. Les mois ont passé. Marina et André ont commencé à sortir sérieusement ensemble. Il était une présence constante aux fermes, mais toujours comme partenaire, jamais en essayant de prendre le contrôle ou d'imposer des décisions. Il aidait là où c'était nécessaire, donnait son avis quand on le lui demandait, mais respectait que c'était les propriétés de Marina et que les décisions finales lui revenaient. Les fermes continuaient de prospérer. Avec les revenus des redevances du terrain aux Minas, additionnés au profit de la production agricole et de l'élevage, Marina accumulait du capital à une vitesse impressionnante. Elle réinvestissait la majeure partie, étendant les opérations, améliorant l'infrastructure. Mais elle a aussi commencé à diversifier. Elle a acheté des parts de coopératives, investi dans des fonds agricoles, placé de l'argent pour garantir l'avenir. La fondation Elena Gomez grandissait aussi. Dans la 2e année d'opération, elle avait déjà aidé plus de 100 femmes. Les histoires nous arrivaient régulièrement. Des femmes qui avaient obtenu l'indépendance financière, qui étaient sorties de situations d'abus, qui construisaient leur propre vie avec dignité et but. Ce fut à la fin de cette 2e année que Marina et André ont annoncé leurs fiançailles. Des fiançailles simples, sans pompe, juste une petite fête à la ferme avec des amis proches et la famille. Le mariage a eu lieu en avril, exactement 2 ans et demi après la mort de Elena. Une cérémonie en plein air à la Fazenda Santo Antonio, sous le même arbre où Elena et moi avions pris notre photo de mariage
42 ans auparavant. Marina était radieuse. Pas juste belle, mais véritablement heureuse. La robe était simple. Elle l'avait choisie elle-même, sans pression de personne pour impressionner qui que ce soit. André portait un costume modeste mais élégant. Et quand ils ont échangé leurs vœux, les mots étaient les leurs, pas copiés de scripts tout faits. Des promesses réelles de partenariat, de respect, de soutien mutuel. J'ai pleuré pendant la cérémonie. Pas de tristesse, mais de soulagement et de gratitude. Ma fille avait trouvé ce qu'elle méritait. Et Elena, où qu'elle soit, souriait certainement. À la fête après la cérémonie, Marina m'a tiré dans un coin plus tranquille. « Papa, je dois te remercier. » « Pourquoi, ma fille? D'avoir fait confiance à maman, d'avoir suivi son plan même quand c'était difficile, même quand tu me voyais souffrir et que tu voulais intervenir. Si tu m'avais sauvé tout de suite, je n'aurais jamais appris les leçons que je devais apprendre. Je n'aurais jamais développé la force que j'ai développée. Et je serais probablement encore mariée avec Rodrigo, malheureuse, mais sans le courage de partir. J'ai serré ma fille dans mes bras. Ta mère était sage. Elle savait que le plus grand cadeau qu'on peut donner à quelqu'un qu'on aime n'est pas de le protéger de toute douleur, mais de lui donner les outils pour surmonter la douleur et grandir à travers elle. 3 ans après la mort de Elena, j'ai reçu une nouvelle inattendue. Rodrigo avait été arrêté. Ça n'avait rien à voir avec nous. C'était une affaire complètement différente. Il avait essayé d'appliquer la même arnaque qu'il avait faite à Marina sur une autre femme, une héritière d'une famille riche de Brasilia. Mais cette fois, il avait été pris avant de pouvoir faire beaucoup de dégâts. Les preuves étaient irréfutables, et la famille de la victime n'avait pas offert d'accord. Rodrigo fut condamné à 4 ans de prison pour escroquerie. Quand je l'ai raconté à Marina, je m'attendais à voir de la colère ou de la satisfaction. Mais elle a juste soupiré et secoué la tête. Tu sais, papa, je le plains. Le plaindre? Il n'a jamais appris. Il n'a jamais compris qu'on ne peut rien construire de durable sur des mensonges et des arnaques. Il a préféré continuer sur le même chemin qui allait éventuellement le mener en prison. Au moins, moi, j'ai eu des gens qui m'aimaient assez pour m'enseigner d'une manière difficile mais efficace. Cette réponse m'a montré à quel point Marina avait vraiment mûri. Il n'y avait pas d'amertume en elle, juste de la sagesse. Marina et André vivaient à la Fazenda Santo Antonio. Je m'étais installé dans une maison plus petite en ville, plus pratique pour mon âge, mais je visitais les fermes régulièrement, plus comme consultant et grand-père honoraire des animaux que comme administrateur actif. Ce fut lors d'une de ces visites que Marina m'a donné la nouvelle que Elena n'a jamais eu la chance d'entendre. « Papa, je suis enceinte. » Le monde sembla s'arrêter. Les larmes me sont venues aux yeux instantanément. « Ma fille, c'est merveilleux. C'est une fille. On va l'appeler Elena. » Je n'ai pas pu retenir mes pleurs. Ma petite fille porterait le nom de la femme la plus incroyable que j'ai jamais connue. Ta mère serait si heureuse. Je sais. Et papa, quand elle grandira, je vais lui raconter l'histoire de la grand-mère qu'elle n'a jamais connue. Comment grand-mère Elena était sage et forte. Comment elle a planifié un dernier acte d'amour pour sauver sa fille d'une erreur qui aurait pu détruire sa vie. Elena est née en décembre de cette année-là. Une petite fille aux yeux sombres et pleureuses comme sa mère l'avait été. Quand j'ai tenu ma petite fille pour la première fois, j'ai senti comme si un cycle se complétait. Elena était partie, mais son legs continuait. Pas seulement dans l'argent, dans les fermes, dans la fondation qui portait son nom, mais surtout dans les leçons qu'elle avait enseignées, dans la force qu'elle avait transmise, dans l'amour qu'elle avait démontré même à travers des décisions difficiles. Les fermes ont continué de prospérer sous l'administration de Marina et André. Ils formaient un partenariat parfait. Marina s'occupait de la partie administrative et financière, André de la partie technique vétérinaire et de gestion. Ils ont embauché un excellent agronome pour s'occuper des cultures. Les propriétés sont devenues une référence dans la région. La fondation Elena Gomez s'est étendue à d'autres États, partenariats avec des universités, programmes de recherche sur l'autonomisation féminine à la campagne, bourses d'études pour les femmes rurales. En 5 ans, elle avait impacté la vie de plus de 500 femmes. Et moi, j'ai continué à vivre ma vie simple en ville. Ma routine était agréable. Je me levais tôt, prenais mon café en lisant le journal. Je passais les matinées à m'occuper de mon petit jardin. Les après-midi, je visitais les fermes où je travaillais comme bénévole à la fondation, aidant avec la partie administrative. Quelques fois par semaine, j'allais au cimetière parler avec Elena. Je lui racontais Marina, André, la petite Elena, comment son plan avait fonctionné parfaitement, comment notre fille était maintenant la femme forte et indépendante qu'elle avait toujours eu le potentiel d'être. Ce fut 4 ans après la mort de Elena que Marina m'a finalement posé une question que je savais viendrait éventuellement. « Papa,
Tu n'as jamais pensé à avoir une relation avec quelqu'un d'autre? Commencer à sortir, peut-être te remarier? On était sur la véranda de la ferme, observant le coucher de soleil. La petite Elena, maintenant âgée de 3 ans, jouait sur la pelouse en poursuivant des poules. Ta mère a été l'amour de ma vie, Marina. 42 ans ensemble, ce n'est pas quelque chose qu'on remplace facilement. Et sincèrement, je suis en paix avec ça. J'ai mes souvenirs, je tais-toi, j'ai ma petite fille, j'ai les fermes à visiter, la fondation pour aider. Ma vie est pleine comme elle est. Mais tu ne te sens pas seule? La solitude et être seule sont des choses différentes, ma fille. Je suis seule, oui, mais je ne me sens pas solitaire. Il y a une énorme différence. Marina acquiesça, comprenant. Tu sais ce que j'admire le plus chez Madame Helena? Le fait qu'elle ait tout planifié en sachant qu'elle ne serait pas là pour voir le résultat. Elle t'a tellement fait confiance, m'a tellement fait confiance, qu'elle a planifié tout notre sauvetage en sachant qu'elle partirait avant de voir si ça marcherait. C'était le genre de personne qu'était ta mère. Elle plantait des arbres en sachant que ce seraient d'autres qui récolteraient les fruits. Elle pensait en termes de génération, pas juste du moment présent. C'est à cet instant que la petite Elena est venue en courant vers nous, essoufflée et souriante. Grand-papa, grand-papa, j'ai attrapé une plume de poule, regarde. J'ai pris la petite fille dans mes bras, observant la plume marron qu'elle tenait comme si c'était un trésor. Qu'elle est belle, ma petite. Tu es une grande chasseuse de plumes. Maman a dit que grand-mère Elena, que je n'ai jamais connue, aimait aussi les poules. Ta grand-mère aimait tout ce qui avait à voir avec la ferme. Les poules, les vaches, les chevaux. Elle comprenait que chaque animal, chaque plante, chaque morceau de terre avait son but et sa valeur. Comme maman? Exactement comme ta maman. La petite m'a serré fort dans ses bras puis est repartie en courant vers ses jeux. Marina et moi sommes restés à l'observer en silence un moment. Elle a le même esprit libre que maman avait, commenta Marina. Elle l'a vraiment. Et j'espère qu'elle ne le perdra jamais. Les années ont continué à passer avec une douceur inattendue. La petite Elena grandissait intelligente et curieuse. À 5 ans, elle accompagnait déjà son père et sa mère dans les rondes de la ferme, posant des questions sur tout. Pourquoi les vaches avaient des taches? Comment le maïs poussait? D'où venait l'eau du puits? J'ai eu 65 ans. Ma santé était bonne, mais je sentais le poids de l'âge dans mes genoux, ma colonne vertébrale, la vitesse à laquelle je me fatiguais. Mais je restais actif, continuais impliqué dans la vie des fermes et de la fondation. Ce fut à cette époque qu'une proposition intéressante est apparue. Une grande entreprise de l'agrobusiness a offert d'acheter une participation minoritaire dans les fermes de Marina. Il voulait utiliser les propriétés comme modèle de bonne pratique, faire des partenariats pour la recherche et le développement, utiliser la ferme comme vitrine pour de nouvelles technologies. L'offre était généreuse. 20% de participation pour 8 millions de réais, en maintenant Marina et André avec le contrôle total des opérations. « Qu'est-ce que tu en penses, papa ?» me demanda Marina quand on a reçu la proposition. « Je pense que ça dépend de ce que vous voulez pour l'avenir. Si vous acceptez, vous aurez du capital pour vous étendre encore plus, mais vous aurez aussi des associés externes. Si vous refusez, vous gardez le contrôle total, mais la croissance sera plus lente. Et maman, qu'est-ce qu'elle ferait? J'ai beaucoup réfléchi avant de répondre. Ta mère a toujours valorisé l'indépendance par-dessus tout. Elle aurait demandé « Vous avez besoin de cet argent? Vous avez des projets spécifiques qui exigent ce capital ou êtes-vous tenté juste parce que c'est beaucoup d'argent ?» Marina et André ont parlé pendant des semaines. Finalement, ils ont décidé de refuser l'offre. « On n'a pas besoin de l'argent », expliqua Marina. « Les fermes sont déjà rentables. Les redevances du terrain aux Minas continuent d'arriver. La fondation est bien capitalisée. Accepter serait juste de la cupidité, pas un besoin. Et j'ai appris de la pire façon possible ce qui arrive quand les décisions sont basées sur la cupidité au lieu du besoin. J'étais fier de cette décision. C'était exactement ce que Elena aurait fait. Cette même année, quelque chose que je n'attendais pas s'est produit. Rodrigo est sorti de prison. Il avait purgé 3 ans et demi de sa peine avec bonne conduite, obtenant une réduction. Il n'a pas essayé de nous contacter. Pas d'appel, pas de message, rien. Mais par des connaissances communes, on a su qu'il vivait à Goiânia, travaillait comme vendeur dans une petite concession, pas celle de son père. Ses parents avaient rompu les relations après la prison. Une concession de voitures d'occasion, gagnant un salaire modeste. Silvana l'avait quitté quand il était allé en prison. Le fils, on a su, vivait avec elle et son nouveau mari, un avocat prospère. Rodrigo avait un droit de visite, mais selon les rumeurs, il l'exerçait rarement. Il est devenu exactement ce qu'il a toujours été, commenta Marina quand on a appris ces nouvelles. Quelqu'un sans racines, sans engagement véritable,
flottant d'une situation à l'autre, sans jamais construire rien de solide. Tu ressens quelque chose pour lui encore? J'ai demandé, curieux. De l'indifférence principalement, parfois de la pitié, mais rien d'amour ni de haine. Il est juste une personne qui est passée dans ma vie et m'a enseigné des leçons précieuses, même si ce n'était pas son intention. Cette réponse m'a montré que Marina avait vraiment surmonté ce chapitre. Il n'y avait plus de rancœur, juste de l'acceptation et de la paix. La fondation Helena Gomes a célébré son 10e anniversaire d'opération avec un grand événement. Des centaines de femmes qui avaient été aidées par le programme sont venues. Des histoires ont été partagées, des larmes ont coulé, des rires ont résonné dans la salle. Une femme en particulier a attiré mon attention, Julia, 42 ans, qui était arrivée à la fondation 7 ans auparavant, fuyant un mariage violent, sans argent, sans éducation formelle, juste avec les vêtements sur le dos et un petit-fils. La fondation l'avait aidée à obtenir une certification en techniques agricoles, à trouver un emploi dans une coopérative, éventuellement à acheter son propre morceau de terre, petit, mais productif. « Monsieur Ernesto », me dit-elle, les yeux brillants. Quand je suis arrivé ici, je pensais que ma vie était finie. Je pensais que je ne serais jamais rien d'autre qu'une victime. Mais la fondation Helena Gomes m'a montré que je pouvais être plus. Aujourd'hui, j'ai ma propre terre. Mon fils est à l'université. Et pour la première fois de ma vie, je me sens libre. Vraiment libre. Des histoires comme celle de Julia me rappelaient pourquoi Helena avait tant insisté sur ce plan. Ce n'était pas juste de sauver Marina, c'était d'enseigner que la vraie force vient de l'intérieur, que la vraie sécurité ne vient pas d'héritage ou de mariage, mais du caractère et de la capacité. J'ai eu 70 ans. Une fête simple à la ferme, famille et amis proches. La petite Helena, maintenant âgée de 8 ans, m'a fait un dessin. C'était notre famille. Elle, Marina, André, moi, et dans le ciel, dessiné avec application enfantine, une figure féminine avec des ailes. C'est grand-mère Helena, expliqua-t-elle. Maman a dit qu'elle est au ciel et prend soin de nous tous. J'ai serré ma petite fille dans mes bras, retenant les larmes. Elle est vraiment ma petite, et elle est très fière de toi. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assis seul sur la véranda de la ferme. C'était la même véranda où Helena et moi avions passé tant de nuits à parler, planifier, rêver. J'ai regardé les étoiles, et j'ai parlé avec elle comme je le faisais toujours. On a réussi, Helena. Notre fille est heureuse, en sécurité, forte. Notre petite fille grandit, entourée d'amour et de valeurs solides. Les fermes prospèrent. La fondation avec ton nom change des vies. Tu as tout planifié parfaitement comme tu le faisais toujours. Une douce brise passa, faisant bouger les feuilles des arbres. J'aimais penser que c'était Helena qui répondait, disant qu'elle était satisfaite, qu'elle pouvait enfin se reposer en paix, sachant qu'elle avait accompli sa mission. Les redevances du terrain aux Minas ont continué d'arriver religieusement. 300 000 par mois, mois après mois, année après année. Marina utilisait la moitié pour investir dans les fermes, et l'autre moitié était divisée entre épargne pour l'avenir et donation à la fondation. Le terrain que tous avaient pensé être un héritage injuste, une propriété sans valeur, avait généré plus de richesses que les 3 fermes ensemble, et continuerait à générer pendant encore 15 ans selon le contrat avec Val. Ce fut quand j'ai eu 72 ans que j'ai commencé à sentir les premiers signes que mon temps était compté. Rien de dramatique, juste une fatigue qui ne passait pas, des douleurs sans explication claire, des oublis occasionnels. Marina a insisté pour que je fasse des examens complets. Les résultats n'étaient pas encourageants. Mon cœur faiblissait. Le même problème génétique qui avait emporté Helena, selon le cardiologue. Ironique qu'après 42 ans ensemble, elle et moi partagerions même la cause de la mort. Combien de temps? J'ai demandé au médecin. Difficile à dire avec certitude. Peut-être 1 an, peut-être 2. Ça dépend de comment vous prenez soin de votre santé, du stress, de la génétique. Marina a voulu que j'emménage à la ferme pour qu'il puisse prendre soin de moi, mais j'ai refusé. Ma fille, j'aime ma maison en ville. J'aime ma routine. Je ne veux pas passer mes derniers mois à être traité comme un invalide. Je veux vivre normalement pendant le temps qu'il me reste. Elle a hésité, mais a fini par accepter. J'ai passé les mois suivants à mettre ma vie en ordre. J'ai mis à jour mon testament avec Maître Mendes. C'était simple. Tout ce qui était à moi irait à Marina, qui le diviserait comme elle le jugerait approprié avec la fondation et avec la petite Helena quand elle grandirait. J'ai aussi écrit des lettres. Une pour Marina, une pour André, une pour ma petite fille à ouvrir quand elle aurait 18 ans. Dans ces lettres, j'ai raconté toute l'histoire, le plan de Helena,
les raisons derrière chaque décision, les leçons qu'on espérait qu'elles soient apprises. Ce fut un matin de mai, presque exactement 10 ans après la mort de Helena, que j'ai senti les douleurs dans la poitrine commencer. J'ai reconnu immédiatement. C'était la même chose que Helena avait décrite avant la fin. J'ai réussi à appeler Marina avant de m'évanouir. Je me suis réveillé à l'hôpital. Marina était à mes côtés, tenant ma main. André était là aussi. Et la petite Helena, maintenant âgée de 10 ans, me regardait avec des larmes dans les yeux. Combien de temps je suis resté inconscient? J'ai réussi à demander. 2 jours, répondit Marina, la voix en but. Le médecin a dit que c'était une crise cardiaque. Ton cœur est très faible, papa. Je sais, ma fille. C'est bon. Ce n'est pas bon. Tu ne peux pas me laisser aussi. J'ai serré sa main avec la peu de force que j'avais. Marina, tout le monde meurt éventuellement. N'aie pas peur de ça. J'ai eu une bonne vie, une vie pleine. J'ai aimé ta mère profondément. Je t'ai vu grandir et devenir la femme incroyable que tu es. J'ai connu ma petite fille. J'ai aidé à construire quelque chose qui durera des générations. Je n'ai aucun regret. Mais j'ai encore besoin de toi. Non, ma fille. Tu n'as plus besoin. Tu es forte, indépendante, capable. Tu as un mari merveilleux qui t'aime vraiment. Tu as une belle fille. Tu as des fermes prospères. Tu as un legs dans la fondation, tu as tout ce dont tu as besoin. La petite Helena s'est approchée du lit. Grand-papa, tu vas guérir? J'ai souri à ma petite fille. Grand-papa est fatigué, ma petite. Très fatigué. Mais ne t'inquiète pas. Je vais dans un endroit où ta grand-mère Helena m'attend. On va prendre soin de toi et de ta maman de là-haut. Comme la femme avec des ailes dans mon dessin? Exactement comme dans ton dessin. J'ai passé encore une semaine à l'hôpital. Les médecins ont fait tout leur possible, mais mon cœur était simplement en train de lâcher. Il n'y avait pas de chirurgie, pas de médicaments qui puissent réparer des décennies d'usure. Dans ma dernière nuit, j'ai demandé à rester seule avec Marina dans la chambre. Ma fille, j'ai une dernière chose que je dois te dire. Qu'est-ce que c'est, papa? Quand ta mère est morte, tu étais perdue, mariée avec le mauvais homme, sans direction, sans force pour prendre les décisions que tu devais prendre. J'ai voulu te sauver immédiatement. J'ai voulu te prendre, te sortir de la mauvaise situation, résoudre tous les problèmes. Mais ta mère m'a fait promettre que je te laisserais apprendre. Je sais, papa, et c'était la meilleure chose que vous ayez faite pour moi. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Te voir souffrir en sachant que j'avais le pouvoir d'arrêter ça, mais devoir rester silencieux et laisser les leçons être apprises. Marina pleurait ouvertement maintenant. Papa, je ne pourrai jamais assez te remercier. Toi et maman m'avaient donné la plus grande démonstration d'amour qui existe. Un amour qui fait confiance, un amour qui éduque, un amour qui libère au lieu d'emprisonner. Et maintenant, tu feras la même chose avec la petite Helena. Tu la laisseras tomber parfois. Tu la laisseras apprendre de ses propres erreurs. Mais tu seras toujours là pour la rattraper quand ce sera vraiment nécessaire. Tu promets? Je promets, papa. Je promets. Je suis mort cette nuit-là, dormant paisiblement, sans douleur. J'ai rêvé que j'étais à la ferme, jeune à nouveau. Et Helena était là, aussi jeune, souriant pour moi. Tu as mis du temps, vieux têtu, dit-elle dans le rêve. J'avais des choses à finir. J'ai répondu. Et tu as tout fini correctement, comme toujours. Je me suis réveillé pour la vie éternelle avec le visage de Helena, étant la première chose que j'ai vue. Mes funérailles ont été simples, comme je l'avais demandé. Enterrement à la ferme, sous un arbre que j'avais moi-même planté 50 ans auparavant. Marina a lu une lettre pendant la cérémonie, sa voix ferme malgré les larmes. Mon père et ma mère m'ont enseigné que le plus grand cadeau qu'on peut donner à quelqu'un qu'on aime n'est pas de le protéger de toute douleur, mais de lui donner les outils pour surmonter la douleur et grandir à travers elle. Ils m'ont enseigné que l'amour véritable signifie parfois regarder quelqu'un tomber, sachant que la chute est nécessaire pour la croissance. Ils m'ont enseigné que l'héritage n'est pas juste l'argent ou les propriétés, mais les valeurs, le caractère et la sagesse. Elle fit une pause, essuyant ses larmes. Dans la division de l'héritage de ma mère, mon gendre à l'époque a célébré parce qu'il pensait avoir reçu le meilleur. Mon père a souri parce qu'il savait la vérité. Et j'étais au milieu, aveugle, sans comprendre. Mais aujourd'hui, 10 ans plus tard, je comprends tout. Le véritable héritage n'était pas dans les fermes avec dettes que j'ai reçues. Il n'était pas dans le terrain que mon père a hérité. Le véritable héritage était dans les leçons, dans la force que j'ai développée, dans la sagesse que j'ai acquise. C'est cet héritage que je vais transmettre à ma fille. Merci, papa. Merci, maman, de m'avoir tant aimé, au point de me laisser apprendre de la manière difficile. La petite Helena, maintenant âgée de 12 ans, était à l'école travaillant sur un projet sur les héros.
La professeure avait demandé à chaque élève de parler de quelqu'un qu'il admirait. Elena a écrit sur 2 personnes, ses grands-parents Ernesto et Elena Gomez. Mes grands-parents étaient fermiers, écrivit-elle dans sa rédaction. Mais ils étaient plus que ça. C'étaient des professeurs, des stratèges, des gens qui comprenaient que parfois le plus grand acte d'amour est de laisser quelqu'un apprendre des leçons difficiles. Ma grand-mère est morte avant ma naissance, mais elle a planifié quelque chose d'incroyable. Elle a planifié de sauver ma mère d'un mauvais mariage, mais elle l'a fait d'une manière que ma mère apprendrait à se sauver elle-même. Ça, c'est du véritable amour. La rédaction de la petite Elena a gagné la première place à l'école. Marina l'a encadrée et accrochée dans le bureau de la fondation à côté de photos de Elena et des miennes. Les fermes ont continué de prospérer sous l'administration de Marina et André. La petite Elena a grandi en aidant aux opérations, apprenant la valeur du travail, de la terre, de l'honnêteté. La fondation Elena Gomes s'est étendue à 8 États. Des milliers de femmes avaient eu leur vie transformée par les programmes. Et dans chacune de ces transformations, il y avait un écho du plan original de Elena, donner aux gens les outils pour se sauver, ne pas simplement les sauver. Le terrain aux Minas a continué de générer des redevances pendant encore 8 ans après ma mort, exactement comme le contrat le prévoyait. Quand le contrat a finalement expiré, Marina avait accumulé assez de capital pour garantir l'avenir de 3 générations. Mais elle n'a pas simplement gardé l'argent. Elle l'a utilisé pour étendre la fondation, pour créer des bourses d'études, pour aider de petits producteurs ruraux à s'établir, pour financer des recherches en agriculture durable. La petite Elena a grandi et est devenue ingénieure agronome, comme elle en avait envie depuis l'enfance. Elle est revenue aux fermes non pas parce qu'elle y était obligée, mais parce qu'elle aimait vraiment ça. Elle a apporté de nouvelles idées, de nouvelles technologies, de nouvelles façons de produire de manière durable. Quand elle a eu 25 ans, Marina lui a finalement raconté toute l'histoire complète, le testament planifié, Rodrigo, le plan élaboré de Elena, et le mien pour sauver Marina. « Tu comprends maintenant pourquoi tes grands-parents ont fait tout ça ?» demanda Marina. La jeune Elena réfléchit longuement avant de répondre. « Je comprends. Ils savaient que tu devais apprendre à avoir confiance en toi, à reconnaître ta propre valeur, à comprendre la différence entre les gens qui t'aiment vraiment et les gens qui aiment ce que tu as. Et la seule façon pour que tu l'apprennes était de passer par l'expérience. » Exactement. C'était cruel dans un certain sens, mais c'était le genre de cruauté qui sauve des vies. L'histoire continuait de se dérouler. Les fermes étaient toujours productives, la fondation changeait toujours des vies. Et les leçons que Elena avait planifiées, que j'avais aidé à mettre en œuvre, étaient toujours transmises. Au siège de la Fazenda Santo Antonio, maintenant administrée par la 4e génération de la famille, il y avait un grand tableau dans la salle principale. C'était une photo de Elena et moi, prise lors de notre 40e anniversaire de mariage. En dessous, une plaque avec l'inscription « Ernesto et Elena Gomes », qui nous ont enseigné que le plus grand cadeau n'est pas de protéger ceux qu'on aime de toute douleur, mais de leur donner la force de surmonter la douleur et de grandir à travers elle. Et c'est ainsi qu'un héritage apparemment injuste, un testament qui semblait cruel, un plan qui exigeait de regarder quelqu'un d'aimer souffrir, est devenu la plus grande démonstration d'amour qu'une famille pourrait donner. Parce qu'à la fin, le véritable héritage n'a jamais été l'argent, n'a jamais été les propriétés, n'a jamais été le terrain précieux aux Minas Gerais. Le véritable héritage était la leçon, que la force vient de l'intérieur, que le caractère se construit à travers l'adversité, et que l'amour le plus profond est celui qui fait assez confiance pour laisser quelqu'un tomber, sachant qu'on sera là pour l'aider à se relever plus fort qu'avant. Et cet héritage, différent de l'argent ou des terres, était véritablement éternel.